L'épisode de cette semaine est une présentation de barbenoire.com. Visitez leur site web pour consulter toute la gamme de produits livrés directement à votre domicile et ce, peu importe où vous résidez au Québec. Dans cet épisode, on parle de la course aux séries des Canadiens de Montréal, l'engouement autour de cette fameuse course, cette fameuse position dans le mix. On en parle avec Pascal, mais surtout, qui sortira de l'alignement des Canadiens de Montréal lorsque Caden Goulet reviendra au jeu? On y répond dans cet épisode du TSLH Podcast. L'enregistrement de ce podcast contient également une portion où on ressort nos listes 2020 et 2021 et on repêche à la place des Canadiens. Donc, est-ce que nos choix auraient été meilleurs que ceux des Canadiens de Montréal à la tête du recrutement? C'est ce qu'on parle dans la deuxième portion de cet épisode qui est présentement disponible sur Patreon. Donc, pour vous abonner, pour avoir tous les épisodes d'avance, visitez le patreon.com/TSLH podcast. On a des forfaits à partir de 2$ par mois. Donc, pour nous encourager et surtout pour avoir le podcast d'avance, vous pouvez vous abonner en tout temps au patreon.com/TSLH podcast. La deuxième partie de cet épisode, soit nos sélections pour le repêchage 2020-2021, sortira plus tard sur YouTube et sur Spotify. Donc, pour le consulter, visitez notre Patreon. Donc, sur ce, je vous souhaite un très bon épisode du TSLH Podcast. Présentation de toutsurlehockey.com. « 26 mars 2025, bienvenue dans ce nouvel épisode du TSLH Podcast. Pascal, ça sent les séries à Montréal. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Ils vont-tu y faire les séries, Pascal? On se croise les doigts. Écoute, ça fait du bien de prendre pour son équipe préférée quand on regarde des matchs de hockey. Donc, on espère bien gros qu'ils se rendent jusque-là. Écoute, ça rend la fin de saison palpitante un petit peu, parce que ça serait la belle expérience. Le CH avait la chance de monter ses chances de faire les séries à 50% en jouant contre les Blues de Saint-Louis et malheureusement défaite assez atroce de la troupe de Martin Saint-Louis par la marque de 6-1 contre les Blues. Ce qui fait en sorte que au moment d'enregistrer ce podcast, Montréal a 43,6% de chances de se classer en série. On va revenir en début d'épisode sur justement cette course aux séries-là des Canadiens de Montréal. Puis par la suite, on vous lance une série d'analyses sur le repêchage des Canadiens de Montréal. En gros, à quoi ressemblerait le Canadien de Montréal si le TSLH Espoir, si Pascal et moi étions en charge du recrutement pour le Canadien? L'idée m'est venue en tête, Pascal, dans le dernier podcast que j'ai fait avec Simon, quand on lançait à la blague, coudon, Kent Hughes, est-ce qu'il écoute le TSLH Podcast pour avoir des cibles favorites au TSLH Espoir? Et c'est là que je me suis dit, on fera pas un redraft, mais on va ressortir nos listes et puis on va regarder rang par rang quels joueurs on avait sur notre liste, de 1, et de 2, si le CH a repêché un gardien ou un défenseur, puis que nous, on a un attaquant sur notre liste, ben quel défenseur ou quel gardien de but
on aurait eu disponible sur nos listes respectives. On part du repêchage 2020, puis on vous lance ces analyses-là jusqu'au plus récent repêchage. Donc, c'est à suivre dans les prochains épisodes. On va avoir bien du plaisir à vous présenter ça tout au long de nos épisodes. Pascal, on a vu une formation s'écrouler contre les Blues de Saint-Louis dans le dernier match. Est-ce que c'est un retour à la réalité, si on veut, pour la troupe de Martin Saint-Louis au niveau des espoirs de faire les séries, quand on voit un échec contre une équipe qui se bat aussi pour une place en série comme ça? Ouais, c'était pour moi la meilleure formation depuis la pause des Quatre Nations, là, les Blues de Saint-Louis. C'est l'équipe de l'heure dans l'Ouest. Ils jouent la bonne façon, on va le dire. Là. Ils sont très physiques, sont difficiles à contenir offensivement. Puis défensivement aussi, avec Bennington qui est super bon pour évacuer la pression, vu qu'il sort souvent de son filet pour aller pogner à la puck, un peu comme Price le faisait. Ça fait en sorte que tes défenseurs sont moins fatigués au cours d'une rencontre. Donc, souvent, le Canadien, dans la troisième période, il remonte. Là, c'est arrivé contre Colorado. Mais les défenseurs des Blues étaient top shape en troisième. Fait que c'est sûr que ça n'a pas arrivé. Retour à la réalité. Ben, voici une équipe bien montée, quand même pas loin de la maturité, mettons. Donc, c'est plus un real... Pas vraiment un reality check, mais plus un... C'est comme ça qu'il faut que tu joues pour, pour vraiment jouer en série. Est-ce que le Canadien est capable? Oui. Je pense que c'est vraiment juste un mauvais match dans le corps. Mais on a quand même quelques signes depuis quelques matchs que c'est difficile pour Montembeault, donc de la fatigue probablement. Mais ça, c'est juste un mauvais match contre une très bonne équipe hot en ce moment. Là. Je pense qu'il ne faut pas trop analyser plus loin que ça. Ouais, parlons-en tout de suite du dossier de Samuel Montembeault. J'écrivais un texte aujourd'hui sur le fait qu'il est peut-être victime de son succès, dans le fond. Euh, En fait, Samuel Montembeault a connu des bonnes séquences cette année. Il a connu du succès pendant des périodes où l'auxiliaire fonctionnait bien. Puis, je m'explique, c'est que en début de saison, Caden Primo avait de la difficulté, mais la saison commençait, Samuel Montembeault connaissait des bonnes sorties. Rapidement, on a vu que la charge de travail, parce que Primo jouait pas très bien devant le filet, la charge de travail a augmenté dans le cas de Montembeault. Puis c'est là que ça a commencé à être inconstant. On voyait des sorties plus difficiles. Puis ça s'est replacé autour des fêtes. Pourquoi? Parce que Jakub Dobeš s'est amené dans la formation. Il a connu des très bons matchs, Dobeš, à son arrivée. Donc ça a donné un break à Montembeault. On l'a ramené un petit peu dans le type d'utilisation qu'on est censé en faire dans le cas de Montembeault, là où ce qui est le meilleur, c'est-à-dire un partage de tâches. Et puis là, présentement, ben, on se retrouve dans une situation où Montembeault a très bien fait après la pause des Quatre Nations, figurait parmi les meilleurs gardiens de la Ligue. Fait que oui, victime de son succès parce que il a été bon à certains moments dans la saison. Puis là, on arrive en fin de saison. Ce sont tous des matchs corsés, des matchs très importants. Et dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais confiance à ton gardien numéro 1, qui est Montembeault. Donc, le partage des tâches a pris le bord un peu. Mais là, on se retrouve avec le même problème qu'on avait du temps que Primo ne faisait pas le travail, c'est-à-dire une surutilisation de Montembeault, des buts qui ne devraient pas passer et un essoufflement, je trouve, devant sa cage. Oui, contre les Blues, toute la formation est à pointer du doigt, mais les indicateurs dans le cas de Montembeault étaient palpables depuis plusieurs matchs déjà. Puis là, ben, c'est juste la claque d'en face qui arrive dans son cas. Fait que je sais pas trop. Les décisions vont être dures dans le cas de Martin Saint-Louis. Il y a des dures décisions qui s'en viennent. Puis on aura l'occasion de parler du retour au jeu de Caden Goulet, mais il y a une décision très corsée à prendre en défensive. Il y a des décisions à prendre devant le filet. C'est un bon test quand même pour un coach qui n'a aucune expérience dans une telle situation de course aux séries, dans le fond. Moi, je suis d'accord avec toi. On voit
Saint-Louis coaché pas mal plus cette année. Là, versus les autres années que c'était plus de développement. Là. Puis, ben, c'est ça. Ça va être aussi des défis pour le coach, absolument. 100% d'accord avec toi. On a une question de Guillaume Villeneuve. Avez-vous peur que Montréal soit les prochains Red Wings de Détroit, soit une équipe qui finit 8, 9, 10 à chaque année? Ça, Guillaume, je te ramène à notre plus récent épisode avec Pascal. Je crois que c'était l'épisode de la date limite des transactions. Oui. Ça, là, c'est un syndrome post-traumatique de l'ère Bergevin. De penser que l'équipe va rester dans la bubble et va rester coincée là. Moi, je suis confiant que avec les joueurs qui s'en viennent, avec la façon dont Kent Hughes peut se montrer audacieux, agressif, mais aussi calculé sur le marché des échanges et des joueurs autonomes. On ne l'a pas vu vraiment manœuvrer sur le marché des joueurs autonomes, là, tant que ça, mais je trouve que de la façon qu'il en parle dans ses récentes entrevues, j'aime sa mentalité. J'ai quand même espoir avec ce qui s'en vient. Donc, je pense pas qu'on est dans une situation style soit les Sabres ou les Red Wings, que on reste un peu coincé dans. On reste coincé dans le coin. Là, on veut le tourner, mais ça fonctionne pas tout le temps. Là, j'ai quand même espoir que ça se passe mieux, là, pareil. Là. Moi aussi. C'est un passage obligé, le milieu de peloton. Tu peux pas passer d'un à l'autre. Non, j'ai pas vraiment peur de ça. Mais est-ce que c'est impossible? Non. Mais ça m'empêche pas de dormir le soir. Dans le dossier de Samuel Montembeault, je vais juste ajouter, puis Pascal, tu renchéris si l'envie te prend, mais c'est moi ou depuis quelques temps, Jakub Dobeš, on le voit comme un Caden Primo dans ses moins bonnes sorties au début de la saison. Dans le sens, là, présentement, là, je lis un peu à gauche puis à droite, on dirait que les gens ont peur d'envoyer Dobeš sur la patinoire parce que les matchs sont donc bien importants. Mais tu sais, ce gars-là, il a volé des matchs, là, il y a quelques semaines. Je sais pas pourquoi c'est rendu une espèce de crainte d'envoyer Dobeš. Est-ce que c'est en lien avec les propos de Pierre Maguire dans un podcast? Je pense que ça a teinté un peu l'opinion, là, mais à mon avis, Dobeš est amplement en mesure de remplir sa tâche d'auxiliaire présentement dans une course aux séries. Là. Entièrement d'accord avec toi. Puis oui, je pense que ça a un impact avec ce que Maguire a dit faussement. Pas faussement, mais à travers son chapeau un peu. Donc, je ne comprends pas non plus bien, parce que, comme tu dis, il a volé des matchs. Peut-être qu'il y a une blessure, puis il n'est pas à 100%, ça se pourrait, parce qu'il a quand même eu une blessure plus tôt cette saison. Mais là, ça fait tellement longtemps qu'il a joué. Il y a eu la pause des 4 nations. Donc là, je comprends pas trop le système de rotation, qui n'est pas un système de rotation, en fond. C'est vraiment Montembeault qui goal tout le temps. Puis je pense que c'est le temps. Là. Tant mieux s'il va jouer un des deux prochains matchs. Mais je pense que je le ramènerai dans l'alignement assez rapidement. Un peu plus souvent, mettons, plus fréquemment. De mon bord. Puis ben, l'impression que les gens ont de Dobeš en ce moment, je trouve qu'elle est un peu exagérée. C'est un excellent deuxième gardien de but depuis qu'il a été rappelé. Je ne sais pas pourquoi ça changerait d'ici la fin de la saison. C'est un guerrier. Donc, on verra bien comment que le Canadien le voit, mais c'est sûr que le prochain match va vraiment être important pour sa fin de saison. Selon le site spécialisé Tankathon, le site qu'on consulte fréquemment pour savoir qui le CH va repêcher, ils ont un outil quand même intéressant, puis ça calcule la force de la cédule, la force du calendrier restant dans la Ligue nationale. Fait intéressant, Montréal aurait la 25e cédule la plus difficile. En d'autres mots, on a un calendrier, selon les calculs de l'outil de Tankathon. Montréal a un calendrier assez facile pour la fin de la saison. Ceux qui sont dans la course aux séries avec Montréal présentement, il y a Ottawa qui sont avant-derniers. Donc, si on inverse la patente, les Sens ont le deuxième calendrier le plus facile d'ici la fin de la saison. Ouais.
Ensuite, dans cette course-là, avec les équipes qui impliquent autour de Montréal, ben c'est Montréal qui ont le calendrier le plus facile. Après ça, ce sont les Rangers. Columbus ont le 9e calendrier le plus difficile de toute la Ligue nationale d'ici la fin de la saison. Et les Islanders ont le 3e calendrier le plus difficile pour le reste de la saison. Dans les affrontements pour le Canadien, on parle des matchs contre les Blackhawks, les Preds, 2 fois contre les Flyers, 1 fois contre les Bruins, un match contre les Red Wings, très important cette confrontation, et un match contre les Sénateurs. Là-dedans, clairement, Jakub Dobeš va avoir des matchs, des matchs pièges, si on peut dire, là, parce que souvent, les matchs contre les équipes plus faibles, c'est ceux qu'on peut grandement échapper. Donc voilà pour le reste du calendrier de Montréal. Je terminerai la course aux séries, Pascal, en te posant la fameuse question. Kaden Goulet revient au jeu très prochainement. Là. Il s'entraîne de façon régulière avec un chandail régulier. Qui sort de l'alignement, selon toi? Selon moi, ce ne sera pas Savard. C'est le spécialiste du désavantage. Il a son utilité. C'est un gros leader dans le champ. Donc, ça va être soit Jacky, soit Struble. Je pense, moi, personnellement, ce serait probablement Jacky. Il est moins utilisé aussi en ce moment. Mais la réponse facile, puis probablement que ça va être la réponse des coachs, ça va être Struble. Mais bon, je trouve qu'il joue du très gros hockey en ce moment avec Hudson. Donc, je trouve que c'est dommage quand même d'y enlever sa confiance. Vu que, quand même, historiquement, dans les deux dernières saisons, je trouve que quand ça allait bien, puis il a été victime de la rotation, c'est-à-dire qu'il était mis dans les estrades 2-3 matchs pour pouvoir revenir, mettons, Harris ou Jacky était là. Je trouvais qu'à chaque fois qu'il revenait, c'était difficile pour lui. Donc, je trouve ça tannant que ça va probablement y arriver là. Mais ça serait probablement Jacky, mais dans une course aux séries, tu sais, avec les bagarres, l'intimidation, c'est sûr que Jacky, tu le veux sur la glace. Là, mais c'est un beau débat. Là. Le monde va tout dire Trouble, c'est sûr et certain, ou Stravard, parce que je sais pas pourquoi. Mais moi, Jacky, mais je suis pas mal sûr que ça va être Trouble. Je fais le lien avec le point que j'apportais tout juste avant, puis on comprendra que tout était planifié dans cette construction de lien. Est-ce que Montréal a nécessairement besoin d'un homme fort comme Arber Xhekaj dans des matchs contre les Blackhawks de Chicago, contre les Predators de Nashville, contre les Bruins de Boston, qui, oui, sont des rivaux, mais en même temps, ce sont tous des équipes qui sont exclues des séries. Fait que l'intensité ne sera pas nécessairement à son comble. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir Arber Xhekaj pour 10 minutes à la patinoire dans un contexte où le hockey sera peut-être pas aussi intense qu'un match contre Ottawa ou contre les Panthers, exemple? C'est une bonne question. C'est sûr que il peut quand même être là pour certains matchs un peu plus comme contre Ottawa. C'est sûr que moi je le mets sur la glace. Là. Même si c'est Trouble, je trouve qu'il se défend quand même bien. Là. Contre Columbus aussi. Peu importe c'est qui ont sur la glace. Contre une équipe, un rival direct. C'est sûr que je mets sur la glace. Contre Detroit aussi. Mais contre Boston, comme tu dis, contre Nashville, contre Chicago, peut-être un peu moins là, important de l'avoir sur la glace. Là. Mais ça donne quand même un plan assez facile là, de faire une rotation planifiée d'avance. Là. Mais c'est une très bonne question, mon cher Paradis. Si je pousse l'analyse plus loin, quand on regarde, mettons, les statistiques en avantage numérique présentement, les meilleurs avantages numériques dans le circuit, on note la présence des Red Wings de Détroit, les Blackhawks de Chicago qui sont quand même hauts surprenamment avec 25% d'efficacité en powerplay. Meilleur powerplay que Colorado, cela dit, de quelques micro-pourcentages, mais quand même. La Floride, Ottawa, ce sont des bonnes équipes en avantage numérique. Fait que tu sais, tu as un gars comme David Savard que c'est sa spécialité en désavantage numérique. C'est là que, en plus du fait que c'est un vétéran, c'est là que c'est dur de l'enlever de l'alignement quand même parce que tu peux perdre des matchs contre des équipes qui ont des powerplays assez menaçants. Fait que moi aussi, je suis d'avis que c'est dur d'enlever Savard. T'sais. Puis je pense qu'on est tous d'accord que dans les matchs à haute intensité,
ça suit pas bien, bien. Mais pour son utilité en désavantage numérique, j'ai de la misère à le sortir, considérant que dans les prochains affrontements, c'est des équipes qui ont quand même des bons avantages numériques aussi. Ouais, puis tu sais, si tu gardes un line dans le line-up parce que c'est un spécialiste en avantage numérique, ben, pourquoi tu peux pas garder un Savard pour le contraire, c'est-à-dire pour un spécialiste en piqué? Je pense que c'est à l'émission de Marine Arrow que Anthony Martineau l'a dit. J'étais d'accord avec lui. Donc, tu sais, je pense qu'il n'y a pas nécessairement de mauvaise réponse, là. Je pense qu'il y a tout un cas pour chacun des trois. Mais il demeure que Goulet est un meilleur défenseur que tous les trois. Donc, c'est sûr que c'est lui qu'il faut qu'il soit dans le line-up. Tout va dépendre de Martin Saint-Louis et comment il voit ça, mais je pense pas que ça va être l'option dans 0% des cas. Donc, Tu sais, c'est parce que on est tous d'avis que Goulet rentre dans l'alignement. Ah ouais. On n'est peut-être pas tous d'avis qu'il va jouer 23 minutes dès le premier match, par exemple. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, si t'es pour faire jouer Goulet peut-être 15, 16 minutes pour le ramener tranquillement, pas qu'il se reblesse, rien, les minutes que normalement tu y aurais donné, t'es donnes-tu à Jacky ou présentement tu préfères les donner à Strubble qui te donne du bon temps de jeu avec 20 minutes parfois par match? C'est ça. Fait qu'en bout de ligne, décision. tu sais, c'est ça. En bout de ligne, à force de sortir des chiffres et des analyses puis tout, ben, tu comprendras que moi, personnellement, c'est Jacky que j'enlève, mais que je vais envoyer dans la mêlée contre C'est ça. certaines équipes que je sais que l'intensité va être à son comble puis que tu as besoin de cette spécialité-là, sa patinoire. À ce moment-là, je vais ramener Jacky dans l'alignement. Exact. On a comme pas d'opinion super tranchée parce qu'elle veut pas. C'est très, très, très gris, le hockey. Elle veut pas. Donc, la réponse est lui, mais pas tout le temps. Ah, puis tu vois, je suis d'accord quand même avec le point que PL il soulève dans le chat YouTube. Tu sais, c'est pas le temps de ramener tranquillement un gars comme Goulet. Dans le fond, si le joueur est prêt, il est prêt. Si le médecin donne le hockey, 100% d'accord, honnêtement. C'est juste que c'est peut-être moi qui crains peut-être de l'envoyer un 20 minutes après une lacération au quad, puis que tu te dis, ouais, là, je comprends la course aux séries, mais est-ce que ça en vaut tant la peine? Est-ce que tu peux soustraire 4 ou 5 minutes d'utilisation à 5 contre 5, mettons, pour les redonner à un autre défenseur? T'sais, il reste que si tu as goulé 17 minutes sur la patinoire, c'est mieux que d'avoir goulé 0 minutes sur la patinoire puis d'avoir un Savard pour 6 minutes de trop puis un Jacky pour 15 minutes sur la glace. T'sais. Fait que c'est un peu là-dedans moi que je suis. Je suis pas là à dire on va l'envoyer 10 minutes pour être sûr. Donc, je pense qu'un 17 minutes, 16-17 minutes dans un match pour Goulet à ses 2-3 premiers matchs, je pense que ce serait quand même une bonne idée là, de le tester comme ça. Là. Amen. Alright, fait que c'est ce qui fait le tour quand même pour la course aux séries. Là. Dans les prochains épisodes, on va revenir tranquillement sur les performances canadiennes et tout. On va les commenter. Évidemment, c'est ce qu'on surveille d'ici la fin de l'année. Là. On va greffer d'autres sujets aussi par rapport à ça, mais c'est sûr que l'engouement est là. On en a parlé, Pascal, dans le podcast, des matchs avec des matchs significatifs. On en a présentement. C'est le fun. Les partisans sont contents d'avoir des matchs significatifs. Imaginez comment que les joueurs sont contents d'en avoir des matchs significatifs. Puis imaginez comment que c'est bon pour l'effet du groupe, pour la suite de la reconstruction. C'est vraiment plaisant, malgré la défaite contre les Blues, évidemment, mais c'est plaisant ce qu'on voit à Montréal présentement. Pour la réputation de l'équipe aussi, pour signer des joueurs ou aller en chercher aussi, là, ça commence à être un peu plus intéressant pour les autres de venir jouer ici. Donc, c'est de l'investissement en ce moment, peu importe s'ils font une série ou non, c'est de l'investissement. Exact.